Bonsoir tout le monde. Bienvenue au lancement de Rêve creux, le dernier roman de Alexis Rodrigue Lafleur, publié aux éditions L'Interligne la semaine dernière, est disponible dans toutes les librairies francophones près de chez vous. Et si elles ne sont pas disponibles dans vos librairies, vous pouvez toujours les commander. Ce serait apprécié. Je me présente, je suis Frédéric Lanouette, je suis le co-directeur de la collection Vertige aux éditions L'Interligne. C'est moi qui ai édité Rêve creux et qui ai aussi édité L'odeur du gruau, le premier roman d'Alexis Rodrigue Lafleur, paru il y a quelques années, encore une fois aux éditions Interligne. Donc, merci tout le monde de vous être déplacé aujourd'hui, qui est une façon de parler en temps de pandémie, mais merci d'être là ce soir. Si vous avez des questions pour l'auteur, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de discussion de Facebook Live et à la fin de notre discussion, on va prendre des questions en fait qui viennent du public et vous pourrez les poser à Alexis à propos de son nouveau livre. Donc, sans plus tarder, bonsoir Alexis, ou plutôt bon matin, parce que Ouais, si tu veux te présenter, vas-y. oui, salut. Merci beaucoup Frédéric pour ton accueil, pour ton invitation, pour organiser tout ça ensemble. C'est vraiment agréable de pouvoir discuter du nouveau livre avec toi, qui l'a édité, qui l'a choisi. Donc, merci de l'avoir choisi. Merci de ton travail et de ton aide. C'est vraiment apprécié. Puis bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, on est toujours à Hanoï, donc à 12 heures d'avance sur tout le monde. Donc, c'est le petit matin ici, vendredi, le jour vient de se lever. Il fait doux, il fait environ 20 degrés. La pollution est très élevée, mais la température est bonne. Okay. Voilà. Donc, j'ai quelques questions ici, puis on va juste en discuter là, au gré de très casually, comme disent les anglophones. Donc, ton œuvre, comme les gens le savent, est publiée à l'Interligne, qui est une maison d'édition qui publie principalement des œuvres franco-canadiennes. Et la littérature franco-canadienne dans laquelle ton œuvre s'inscrit contient plusieurs exemples d'auteurs ou d'autrices qui viennent d'ailleurs et qui parlent de leur expérience en tant qu'immigrants au Canada français pour la littérature franco-ontarienne principalement. Toi, en tant qu'auteur franco-canadien qui s'est installé ailleurs, comment est-ce que tu vis la relation à l'immigration ou même juste à l'identité d'immigrant? Ouais, non, c'est sûr que c'est particulier, surtout ici au Vietnam, qui est anciennement une colonie française, fait que ça rajoute comme des couches. Mais c'est une situation complètement différente par rapport aux Français. Il ne veut pas, bon, c'est sûr qu'il y a toute l'histoire de la colonie puis ces choses-là. Puis la colonisation au Vietnam versus la colonisation en Amérique est vraiment d'un autre acabit. Là, mais moi, en tant que francophone ici, c'est sûr que c'est un peu spécial. Il y a pas une très grosse... Il y a une communauté francophone, mais elle n'est pas immense. Le français est encore enseigné à l'université. C'est plus enseigné dans les écoles comme ça l'a déjà été il y a 20-30 ans. J'ai eu la chance de rencontrer des gens à l'Université d'Hanoï, entre autres, où j'étais allé donner une espèce de petite classe sur la littérature canadienne l'année dernière. Puis là, ça m'a quand même permis de rencontrer justement toutes sortes de... Mais ça, c'est des francophones vietnamiens. C'est pas des gens qui sont venus d'ailleurs. C'est quand même super intéressant de rencontrer ces gens-là qui vivent leur vie en vietnamien, mais qui parlent un excellent français, qui l'enseignent, qui font tout ça. Donc, c'est super intéressant quand même de partager cette espèce de... Je sais pas, c'est comme des vies parallèles, on dirait. Ouais. Est-ce qu'ils ont lu ton œuvre, ces étudiants-là? Pas quand je les ai rencontrés. OK. Ouais, ben c'était pas sorti, c'est ouais. Ouais, non, pas. Dans l'œuvre parle beaucoup là, de mythes, d'un certain rapport à la religion. Je présume que toute la culture puis le rapport au mythe, aux légendes, même au récit en général, est très différente au Vietnam qu'elle est au Canada français.
Comment est-ce qu'on navigue ça, ce rapport-là différent à la manière de raconter les choses? En fait, comment est-ce que c'est différent, puis comment est-ce que tu navigues dans ce rapport-là? Mais quand je suis arrivé ici, c'est quelque chose qui m'a super gros marqué. C'est la culture des croyances ici. Je ne peux même pas dire culture, culture religieuse en quelque part, mais c'est vraiment les croyances, comment, à quel point c'est répandu partout là, dans la société vietnamienne. Puis c'est de différentes manières. C'est sûr qu'il y a la tradition bouddhiste, il y a la tradition, il y a le culte des ancêtres qui est super important ici, qu'on voit un peu partout. Dans chaque petit magasin, il va y avoir un petit hôtel avec des bâtonnets d'encens, des offrandes pour attirer la chance ou justement les hôtels pour les ancêtres pour leur demander leur bonne grâce ou simplement veiller sur eux puis qu'il y ait une bonne vie après la vie. Donc, je sais pas, ici, c'est hyper répandu, ça rend, il y a des tentes partout, c'est simplement, un peu comme nous, on baigne dans la culture chrétienne, j'imagine, sans trop s'en rendre compte au Canada. Je sais pas, ça se peut que ça allait comme déclencher quelque chose quand je suis arrivé ici, de vouloir justement parler de spiritualité, puis de tout ça, parce que c'était tellement ancré, puis dans ce que je voyais, que j'avais comme, je sais pas, ça a comme déclenché un petit quelque chose, puis je suis parti sur cette piste-là dans Rêve Creux, en fait. Est-ce qu'ils ont le même rapport au roman ou comme à la manière de raconter? Est-ce que c'est plus oral ou c'est un peu comme nous, c'est vraiment axé sur comme une littérature écrite et ainsi de suite? Ben, il y a un peu des deux. C'est sûr que si tu vas dans les petites communautés ou les ethnies minoritaires en dehors des grandes villes, c'est beaucoup plus oral. La tradition orale, c'est ça et avant tout, là, comme au Canada. Mais il s'écrit énormément de romans vietnamiens aussi. Là. Il y a une très grande, quand même une grande richesse à ce niveau-là aussi. C'est intéressant. Bon, est-ce qu'il y avait une crainte, disons, à l'écriture de ce roman-là, de mal faire, mais dans un contexte particulier, dans le sens où, de nos jours, le concept d'appropriation culturelle est très présent dans notre société, surtout dans les rapports où c'est un auteur qui ne vient pas d'une culture, qui parle d'une culture particulière. Est-ce qu'il y avait justement cette crainte de mal faire? Ou selon toi, comment est-ce que tu as traité de la culture autre dans ton roman? Ben, c'est sûr que c'est un sujet qui est hyper d'actualité. On est tout le temps en train de se demander est-ce que j'ai le droit de parler de tout ça? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je prends la parole de quelqu'un d'autre? Est-ce que ce que je dis, c'est trompeur? Fait que déjà, de se poser la question, je pense que ça prévient certains écueils. Mais c'est en parlant avec des gens, tu fais pas ça tout seul dans ta bulle, je pose des questions. J'ai une prof, par exemple, j'ai une prof de vietnamien à qui je posais tout le temps plein de questions puis qui me trouvait tellement bizarre de lui poser des questions sur des rituels religieux bizarres que j'avais trouvés dans un vieux truc. Tu prends ces choses-là. Ben, c'est ça, faire attention à ça, puis d'être respectueux, puis on a quelqu'un aussi qui vient nous aider à la maison. Je parle à tous les jours, je parle avec elle, elle s'appelle Nga, puis elle me raconte tout le temps plein d'histoires aussi. Là, quand il y a une fête religieuse, là, elle me raconte toutes sortes de trucs. Super intéressant. OK. D'accord. J'espère que les lecteurs vont apprécier la sensibilité du roman parce qu'il y a vraiment une sensibilité. Là, on remarque comme pas presque, mais on remarque un amour pour la culture vietnamienne dans le. Mais parce que aussi, c'est que c'est un peu particulier. C'est que dans le roman, il y a un autre roman, il y a une autre histoire qui se déroule au Vietnam, mais en Indochine, disons, dans les années 1915-16. Donc, c'était aussi l'idée de reproduire ça, mais je fallait pas que ça soit trop décalé non plus. Il faudrait que ça sonne comme un roman français qui avait été écrit à cette époque-là. Donc, vaguement, quand même, il y a des affaires qui peuvent sonner un peu pédant ou un petit peu déplacées, là, mais c'était comme une fine ligne là, un peu à se tenir dessus. Là. Ouais.
Mais je pense que ça a été fait avec tact, donc très bien. Donc, on avait planifié pour ce soir la lecture d'un extrait du roman de Rêve creux. Donc, Alexis, si tu veux nous en faire la lecture. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, on les a reçus ici au Vietnam il y a 2 jours. Donc, on est très contents. N'inquiétez-vous pas, tous ceux qui sont là, on vend aucun punch. Hein? C'est pas, c'est dans le milieu du roman, donc ça devrait aller. Là. Pas, Oui, c'est ça. Donc, c'est dans le milieu du roman. Et puis, le chapitre, je ne vais pas lire le chapitre au complet, là, mais c'est le chapitre qui s'intitule « Le repêchage de l'âme », qui est donc, juste un petit résumé, donc c'est l'histoire dans l'histoire. Donc, la famille dont on raconte l'histoire dans Rêve creux, le soir, lit en groupe un roman d'aventure des années environ 1915, qui est une espèce d'amalgame de toutes sortes de trucs de romans d'aventure fantastique que je lisais quand j'étais jeune, mettons. Donc, c'est ça. Là, ils sont en train de lire un passage. Donc, c'est là où on est rendu. Donc, c'est la cérémonie du repêchage de l'âme. C'est un peu ce qui m'a comme lancé sur ce roman. Donc, repêchage de l'âme, suite. Dimanche soir, salon. Père. Donc, c'est le père qui parle. Okay? On va être clair. Père. On était rendu où? Marguerite. Juste avant le début du rituel. Père. Ah oui, le repêchage de l'âme du garçon. Ao Safera a dressé un schéma de l'installation. De manière sommaire, il s'agissait d'établir un pont afin que l'âme chemine de l'eau à la terre ferme. Ce pont de l'âme consistait en une longue toile blanche supportée par des tiges de bambou qui menait à l'autel de l'âme. C'est sur cet autel que l'âme serait recueillie dans une urne et ensuite transportée jusqu'à la maison mortuaire. Pour réaliser tout ça, il fallait implorer l'intervention de plusieurs esprits et déposer de généreuses offrandes en signe de reconnaissance. Une barque sur l'eau servirait aux sorciers et au père de la victime. C'est de là qu'ils présenteraient les offrandes afin de gagner les bonnes grâces des Bouddhas des 10 régions, des saints et des sages des 3 mondes, du tigre sacré, des génies des fleuves et des ponts, et du Sujia, le guide de l'âme. Suivaient 3 invocations. La première adressée aux 3 joyaux impérissables des 10 régions, les Tip Phung Tung Chu Bao, ainsi qu'au Bodhisattva Maharia Ksiti Garbha, seigneur des espaces obscurs, au Daitan Tuitan Vuong Bovat, la matrice des eaux, et à tous les Bodhisattvas. La deuxième s'adressait à Brahma et Indra et au génie du Haïnya Lungkung, présumé être le roi dragon. Et enfin, la troisième et dernière invocation adressée à l'âme elle-même. Marguerite. C'est dans quelle langue tout ça? Josiane. Du vietnamien surtout, mêlé à autre chose. Je ne suis pas certaine d'avoir compris moi non plus. Père. C'est pas du monde facile à rejoindre sur Facebook. Noah. Mais ils ont appelé un dragon. Ils sont fous! Ao, installé derrière la famille du défunt, pouvait observer de manière idéale ce qui s'y déroulait. Sa concentration mentale était totale. Rien ne lui échappait. Elle voyait tout, elle entendait tout. Soudainement, une impression étrange l'envahit. Un picotement au niveau de la nuque lui indiquait que quelque chose ne tournait pas rond, sans pouvoir préciser la source de son malaise. Dans un effort de volonté prodigieux, elle reprit son sang-froid et redoubla d'attention. Elle constata alors que le nombre de drapeaux le long de la toile était insuffisant. La prescription en demandait 6, un au nom de chaque esprit guide invoqué. Devant elle ne s'en trouvait que 5. Devait-elle présumer qu'il s'agissait d'une variante locale? Puis, alors qu'elle guettait attentivement les gestes du sorcier, un mouvement capta son attention à l'extrémité de son champ de vision. Au travers des arbres, plus haut, sur une butte faisant face à la mer, un objet réfléchissait la lumière. Elle comprit qu'il s'agissait de la lunette d'approche de M. Georges,
qui assistait à la scène, installé sur son perchoir. Celui-ci ne voyait pas les rayons du soleil miroiter sur la lentille de sa longue vue vers la grève. Au moment où le sorcier s'empara du miroir pour guider l'âme qu'on avait fait monter sur le pont, qui devait maintenant trouver la lumière pour aller se reposer sur le petit pagodon portatif, le cœur de Hao se serra. Et si la réflexion de la lunette de Georges attirait l'âme dans la mauvaise direction? Et si, sans s'en rendre compte, il venait de ruiner la cérémonie? Les incantations terminées, l'esprit du défunt étant présumément monté sur l'autel, le sorcier sacrifiait le coq sur le bateau. Hao chancela, ébranlé. Une appréhension sourde la gagnait. Le sorcier avait commis une erreur irréparable. Les sacrifices et les offrandes auraient dû avoir lieu en même temps pour que les esprits guides aident l'âme perdue à trouver son chemin. À ce point de la cérémonie, l'emploi du coq n'avait plus sa raison d'être. Pire, cela pouvait même enrager les esprits. Et c'est exactement ce qui arriva. Voilà. On espère que le cliffhanger va attirer les gens à vouloir lire le livre. Moi, j'ai eu l'idée de relire le livre lorsque tu lisais, donc ça a fonctionné de mon côté. On va continuer la discussion. Comme tu l'as mentionné, en fait, il y a 4 personnages, disons, qu'on pourrait dire principaux, 2 enfants et un couple de parents. Donc, c'est intéressant que tes protagonistes soient une famille. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, dans tout le roman, on remarque une certaine relation, la parentalité, une relation familiale. Est-ce que tu as remarqué un manque dans la littérature franco-canadienne, disons, de discussion à propos de la famille ou même de mettre en scène des familles, ou c'est juste, disons, l'intérêt personnel de toi? Ça m'est venu assez spontanément. C'est pas venu d'une réflexion là-dessus en me disant que c'était un manque. Ça m'est venu spontanément, puis en fait, ça m'est... je pense que je t'en avais parlé, mais c'est venu presque aussi d'une hésitation au début, parce que j'avais envie d'écrire, j'avais envie d'écrire sur la famille, j'avais envie d'écrire sur la paternité, Mm-hmm. les relations parent-enfant, père-fils surtout, mais sans que ça prenne toute la place. Mm-hmm. Puis j'avais envie, puis j'hésitais à écrire un roman pour jeunes adultes, adolescents, ou un roman pour adultes. Puis finalement, j'ai l'impression d'avoir comme fait quelque chose qui est plus pour la famille en général. Je veux dire, autant pour des adultes que pour facilement là, des ados de 14 ans, peut-être même plus jeunes, là, 12 ans, je pense qu'ils pourraient avoir du plaisir à lire ça. C'est sûr qu'il y a des passages peut-être un petit peu plus philosophiques ou un peu plus denses, là, mais en règle générale, ça se lit assez bien. Je pense que c'est assez dynamique mais puis le fait d'avoir la famille, ouais, tu sais, c'était très spontané. Mais c'est vrai que, ouais, ben, tant mieux si ça répond à un manque, là, mais... Oui. Tu as parlé de la littérature jeune adulte. Est-ce que tu as un intérêt, disons, dans l'avenir d'écrire des œuvres qui seraient destinées spécifiquement à la tranche d'âge, mettons, je pense que c'est 10 à 17 là, de jeune adulte? Non, je pense pas. Je dis pas non, mais je sais que, comme en ce moment, je travaille sur un autre projet, puis il y a un truc qui revient souvent, c'est j'aime bien la tranche d'âge 18-25, je pense. Comme, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses à cet âge-là, puis je trouve que c'est intéressant, là. J'en avais déjà traité un peu dans l'odeur du gruau, puis on dirait que ça veut revenir. Oui, bon, ça reviendra. Dernière question, bon, un peu plus longue. Comme pour ton premier roman, L'odeur du gruau, pour ceux qui l'auraient lu, qui assistent à cet échange-là, le dialogue était en fait complètement déstructuré. Il n'y avait pas de tiret de dialogue et le dialogue était en fait suivi dans le texte, dans un bloc, disons. Rêve creux, encore une fois, va transformer la relation en dialogue. D'un côté, il y a les dialogues normaux avec les tirets qui suivent avec les verbes d'action. Et de l'autre côté, comme dans l'extrait que tu as lu, il y a une structure plus théâtrale où, par exemple, il y a mère, 2 points, et là, il y a le dialogue, père, 2 points, le dialogue.
Première question, c'est un peu vague, mais pourquoi? Pourquoi peut-être pas tenter toutes les fois de transformer la relation en dialogue, mais pourquoi cette fois-ci avoir choisi deux types de dialogues différents dans ton roman? Il y a des raisons hyper techniques. D'abord, les tirets, j'ai utilisé les tirets quand c'est des dialogues entre deux personnes, Mhm, c'est-à-dire uniquement deux personnes, euh, avec un narrateur, je dirais, absent, là, dans le sens où il y a pas de, il y a pas d'incise, il y a pas, mhm, pas de... Donc, on a fait que voir le dialogue. Et puis, j'ai utilisé les passages où il y a le nom de la personne, deux points, par souci de clarté pour quand il y a plus que deux personnes, donc quand on a trois ou mhm, quatre personnes dans la même scène, parce que c'est presque des scènes, c'est presque, c'est plus, ouais, presque théâtral. Donc, oui, quand il y a plus que de personnes, vu que le narrateur n'est pas là pour dire telle personne se déplace à gauche mhm. et prend un verre et s'étouffe dans sa bière ou je sais pas quoi. Euh, donc, ça, c'était mon guide, là, si tu veux, là, pour la OK. structure. Pour la... OK. Ouais. Est-ce que J'avais envie d'un narrateur hyper effacé, hyper quelque chose qui était. c'est drôle parce que dans le récit de Monsieur Georges, il y a un narrateur Ouais. plus actif, en fait, que dans le récit, disons, principal avec la famille. Donc, en fait, il y a comme il y a beaucoup de niveaux de narration qui s'empilent Ouais, dans le roman. Oui. ouais, c'est ça. Euh, T'as les dialogues, ensuite t'as les rêves des enfants, à certains moments mhm, qui sont racontés par les enfants eux-mêmes, mais comme dans leur esprit, si tu veux. mhm, Parce qu'ils racontent leurs rêves dont ils ne se rappellent pas. Donc, c'est un oui, peu spécial. Et puis, tu as les histoires de Monsieur Georges, là, comme tu dis, mhm. là, que ça, c'est beaucoup plus. Je me suis beaucoup inspiré de Maurice Leblanc, l'auteur de Arsène Lupin. Arsène Lupin. Ouais. J'adore son style. J'ai Mhm. toujours adoré ça. Est-ce qu'il y aurait l'idée, par exemple, d'écrire un roman qui serait complètement de ce style-là, genre un peu roman d'aventure à l'Arsène Lupin? Euh, Pas complètement, mais OK. j'avoue que j'aurais toujours eu envie, peut-être un jour, d'écrire un pastiche d'Arsène Lupin. Ça serait le Ah, à l'interligne. fun. Dernière petite question. On a dit tantôt bon, que l'intérêt pour la littérature jeune adulte, mais pas nécessairement d'en écrire. Le théâtre, on voit qu'il y a peut-être un attrait, disons, structurel pour le style théâtral, peut-être pas pour le reste, mais est-ce qu'il y a un intérêt dans le théâtre? Enfin, dans l'écrire, Euh, disons, pas dans l'absolu, mais en tant qu'auteur. je pense pas. Pas que je dis non, mais c'est j'ai pas nécessairement, j'ai pas de background vraiment pour me dire que je serais capable d'en faire. Je dis pas que ce serait désagréable, mais ça pourrait être une belle aventure, mais je serais pas capable de me lancer là-dedans tout seul, je pense. OK. Euh, Même si, en écrivant Rêve Creux, à certains moments, je le voyais presque comme sur scène, là. C'est bizarre Mhm. à dire, mais parce qu'en même temps, c'est des endroits, souvent les mêmes lieux. Hein. Il y a pas tellement de déplacements. C'est souvent à la maison, dans le salon, ta, 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 ta. Mhm. Ça serait facilement imaginable là, sur une scène, mais ouais. Hey, juste, je pensais à une chose, tu parlais des dialogues tantôt, puis Mhm. de la narration, mais ça m'a permis aussi ça de travailler sur une autre chose, c'est le niveau de langue, le niveau de langage, Mhm. OK. que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, dans les discours familiers, dans les dialogues, j'utilise un niveau de langage familier. Donc, Mhm. pour moi, c'est Comme à important tous les jours. Mhm. de le réhabiliter. Puis bon, dans les passages de M. Georges, c'est beaucoup plus littéraire, comme ce que j'ai Mhm. lu. Euh, Puis ça, pour moi, c'était comme important de dire que les deux se valent. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tu sais, des fois, on a tendance comme à dire, ah ben, tu sais, il faut faire un style ou il faut faire l'autre. Ou, Mhm. j'avais comme envie
de justement mélanger un petit peu les genres et te dire, regarde, on peut apprécier les deux, on peut faire les deux, on peut avoir du plaisir dans différents registres. C'est pas, faut pas que ça soit une barrière, puis faut savoir simplement l'apprécier. Tu sais. Est-ce qu'il y avait, dans l'odeur du grue aussi, il y avait des parties qui étaient plutôt orales, je crois. Hein? Lorsqu'ils dialoguaient ensemble, là, c'était... Ouais, il y avait quand même ce registre-là que... Ben, je pense que quand on veut faire des dialogues, c'est difficile parce que si tu veux que ça soit réaliste, tu veux que ça soit le plus crédible possible, quelque chose que tu pourrais entendre sur la rue sans te dire comment il parle, c'est bizarre. Ouais. Même si c'est des expressions des fois qu'on ne connaît pas là, ou qui viennent d'une autre région, c'est pas ça l'important. C'est de comprendre que dans ton intimité, tu ne parles pas de la même manière que quand tu écris un roman d'aventure. Puis aussi, tu parles, en fait, c'est des enfants que tu mets en scène, puis des enfants, ça ne parle pas comme un auteur du 18e siècle. Ben non, mais c'est ça. C'est ça aussi, tu sais, dans le registre de langue, même dans les dialogues, il y a des différences entre le grand-père, qui est un auteur dans l'histoire, par exemple. Il ne parle pas de la même manière que son fils, donc le père, et puis, ou que Noah, le plus jeune des enfants. Tout le monde a un peu son registre. Puis ça, c'est ce qui rend aussi, si c'est bien fait, c'est ce qui va rendre le personnage crédible. Tu sais. Très bien. On va ouvrir le plancher, comme on dit, aux spectateurs. Je voudrais te dire, dans le livre, dans le passage que j'ai lu, il y a des illustrations qui ont été utilisées. Puis ça avait été... j'avais demandé la permission parce que donc la cérémonie de repêchage de l'âme, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est un document que j'ai trouvé d'un anthropologue vietnamien qui s'appelle Van Huan. Nguyen Van Huan. Et puis qui avait écrit dans les années 30 là, des recherches sur les rituels traditionnels vietnamiens. Puis c'est un peu ce qui m'avait lancé sur cette piste-là. Et puis donc j'ai rejoint, ça avait été publié à l'École d'Extrême-Orient, qui est une école française qui existait dans les années... Ben, ça existe encore, en fait. Donc je leur ai écrit, je leur ai demandé la permission, puis ils m'ont donné les droits là, d'utiliser les images. Il y a plusieurs photos, il y a plusieurs dessins, je crois. Hein? Il n'y en a pas juste un. Deux, OK. Tous les deux dans le repêchage des âmes. Hein? Oui, OK. Ouais. D'accord. Bon, ben, je ne vois pas de questions du public. Si le public veut rapidement penser à quelques questions, on pourra les lire. Sinon, on pourra mettre fin à cette rencontre. Mais je vous donne, mettons, 30 secondes pour rédiger une question. À moins que tu envoies de ton côté, Alexis, moi, je n'en vois pas. Non, je dois avouer que là, je n'ai pas suivi ce qui se passait sur Facebook. Donc, on laisse le temps aux gens de se prononcer. Discussion en direct. Plusieurs admirateurs. Toujours bien ça. C'est toujours ça le prix. Parfait. Bon, s'il n'y a pas de questions du public, c'est... Ah! Cécile Rodrigue demande, verrais-tu ton livre au cinéma? Je pense que oui, ça serait faisable. Ça serait faisable facilement. Je pense si c'est théâtral, c'est facilement télévisuel ou cinématographique, j'imagine. Je crois que le récit de M. Georges, ça romprait ça permettrait d'avoir un genre de film très complexe. Il y a plusieurs types de films qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Oui, ça pourrait faire des cotes temporelles, puis ça pourrait être intéressant. Ça va être le fun. Donc, on s'adresse à tous les cinématographes qui sont présents aujourd'hui. Ouais.
Ah, ici, on a une question du public live. En quoi ton nouveau livre est différent de ton premier livre? En quoi le premier livre, le deuxième est différent du premier? En Ouais. quoi il est différent? Pourquoi tu as écrit un livre avec un style si différent? Ah, OK. Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une grosse question. Il y avait comme il y a comme peut-être l'effet du balancier, je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est vrai qu'il y a un gros changement dans le style hein, entre l'odeur du gruau puis Rêve creux, même dans le thème, puis dans le ton, surtout. Mhm. C'est dur à expliquer. L'odeur du gruau, c'était plutôt axé sur comme l'amitié à long terme, l'évolution de l'amitié, si je me souviens. Ouais, c'est ça. Hein? Puis c'était pas tout le temps joyeux. Non, c'est bien dit. Mais comme je suis quelqu'un qui est quand même bon vivant, j'avais l'impression que c'était comme aussi un retour des choses parce que ouais, Rêve creux, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus humoristique, il y a beaucoup plus je sais pas, c'est plus rigolo. Là. Oui, ben oui. Je sais pas, j'avais envie un peu de développer ce côté-là, puis de montrer aussi que ça peut être un aspect de ma personnalité aussi. Puis comme je te dis, c'est comme un balancier. Là, je sais pas s'il y en a qui connaissent Beck, le musicien, évidemment. Oui, j'imagine, pas tous, mais Beck a tendance à faire un album hyper introspectif, puis après ça, un album pour le dance floor. Peut-être que c'est ce que je vais faire en écriture. Lequel des romans qui est pour le dance floor, Alexis? Rêve creux serait le dance floor, serait comme le plus joyeux. Et puis. Dans du gros, c'est introspectif. Très bien. Ouais. Il y a eu beaucoup de commentaires, certains que je ne pourrais pas lire live sur Facebook. Est-il disponible électroniquement? Je crois que oui. Je pense que vous pouvez vous le procurer sur le site de l'Interligne, à moins que je me trompe. Mais vous pouvez toujours aller voir sur le site de l'Interligne et au pire nous écrire pour nous le demander. Non, mais il est disponible, je crois, partout où le roman est en vente, en version papier, en ligne. Là, il va être disponible en version numérique. Donc, que ce soit chez Renaud-Bré ou même sur le site Les Libraires, c'est disponible les versions e-book ou PDF. Bon, il y a d'autres questions si tu veux continuer, moi ça ne me dérange pas. Ben oui. Marie-Catherine C., merci d'être ici. Quelle émotion t'a fait vivre la rédaction du deuxième roman en contraste au premier? Parce que tu avais l'expérience de déjà savoir comment en fait écrire un livre et le publier. Ouais. Ça s'est écrit beaucoup plus rapidement. Ça s'est écrit beaucoup plus spontanément, je pense. Même, j'ai fait beaucoup plus de recherches dans Rêve creux, là, ne serait-ce qu'au niveau justement des rituels vietnamiens, puis m'assurer que tout ce que je disais était véridique. Ne serait-ce que, même s'il y a des tout petits passages à un moment donné où je parle de la Première Guerre mondiale, puis comment ça a pu affecter l'Indochine. Je voulais pas dire n'importe quoi, puis ça m'a quand même bouffé pas mal de temps de recherche. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est drôle, ça s'écrit vite. Puis quand tu l'as accepté, puis là après, j'ai comme fait oh, non, c'était trop vite. Il est trop tard. Je pense qu'il faut que je le réécrive. Puis, mais en fait, je suis super content du résultat. On l'a travaillé un peu ensemble. Puis je suis bien satisfait du résultat. Parfait. Donc, Jean-Nicolas Hébert-Bouchard demande pourquoi tu as changé de ton, donc je présume le ton narratif, juste l'histoire, la narration qu'il mérite. Je pense que c'est parce que j'avais envie de parler de famille, puis pour être comme dans la famille en tant que telle, je voyais pas, c'était pas une histoire sombre dans le sens où même s'il vivait toutes sortes de trucs bizarres, mystérieux, ésotériques,
il y avait quand même le quotidien, tu sais, juste le quotidien qui continue de rouler, puis les enfants qu'il faut qu'ils aillent à l'école, puis il y en a une qui tombe en amour avec un mec, puis tu sais, Oui. le grand-père qui se mêle de ses affaires, qui se mêle pas de ses affaires. Tu sais, fait que pour moi, ça devait avoir un autre ton. Tu sais, juste dans ma tête, tu sais, je l'imaginais, c'était autre chose. Fallait que ça soit plus dynamique, plus, plus rapide, parce que ça se passe juste sur 6 semaines. Hein, aussi, c'est pas Oui. super grande période. Très bien. Chloé Filiatro demande, dans ton évolution en tant qu'auteur, quel petit truc pourrais-tu donner aux nouveaux auteurs émergents? C'est pas facile comme question. Je me posais cette question-là. J'étais censé écrire un papier là-dessus l'autre fois. Je sais pas. Tu sais, c'est sûr que quand on se pose ce genre de questions-là, on pense à notre propre parcours. Là. Puis, moi, j'ai publié mon premier livre, j'avais 41 ans. Je sais pas si c'est considéré être un jeune auteur à 41 ans. Je me positionnerai pas. Mais non, mais je pense que ce qui est important, c'est toujours d'écrire, en fait, là, parce que ça fait des années, là, ça a toujours été dans ma vie, l'écriture, même s'il n'y avait jamais de publication. C'est pas. Donc, c'est simplement, probablement, d'être super persévérant puis d'aimer sa passion, parce que même si j'étais plus publié, j'écrirais encore chez nous, là, j'imagine. Très bien, donc c'est la passion. Ouais, c'est comme un besoin, c'est dur à décrire. Oui. Ouais. Très bien. Donc, on va mettre fin à ce lancement ici. Donc, merci à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui ont posé des questions. C'est très apprécié et ça aide à dynamiser la rencontre. Donc, Alexis, si tu veux donner le mot de la fin, vas-y fort. Ben, je voudrais te remercier, toi, d'abord et avant tout, pour ton travail, pour ton aide, pour ton soutien. C'est vraiment super apprécié. La maison d'édition, l'Interligne, qui me soutient aussi dans tout ça. C'est super apprécié. Les gens qui sont ici aujourd'hui, qui sont venus nous dire bonjour. Et surtout ma famille, ma source d'inspiration. Il ne faudrait pas les oublier, parce que sans eux, peut-être que ce livre-là n'existerait pas. Il y a un peu d'eux là-dedans et un peu de nous. Mais c'est ça. Simplement dire un gros merci à l'univers, finalement. J'irai faire un tour au temple de la littérature pour remercier les ancêtres. Qui t'ont aidé, oui, c'est bien. Qui m'ont aidé. Il y a un temple de la littérature ici à Hanoï, c'est pour ça que je dis ça. Qui est l'ancienne université, en fait. Ah bon, voilà. Puis c'est ça, ben, offrez ce livre en cadeau de Noël, c'est un très beau cadeau sous le sapin. Pour tout le monde. S'il y a des professeurs dans la salle, je vous encourage d'enseigner ça aux étudiants du secondaire. C'est très, très bien. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée encore une fois et au prochain roman, au prochain lancement. Donc, bonne soirée. Ben oui, OK, merci. Bye bye.